Donc nous, notre but, c'est d'évaluer la sécurité des systèmes qui existent dans le domaine public et de façon complètement publique dans un contexte où on peut faire de la science académique tranquillement. Donc on ne s'intéresse pas beaucoup aux systèmes qu'on ne connaît pas. Les systèmes secrets, tout ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est être capable de dire des choses sur la sécurité des systèmes qui sont proposés pour le commerce électronique et des choses comme ça, et d'essayer de trouver des théorèmes ou des attaques sur ces systèmes. Donc, bon, un peu d'histoire, là, je vous ai déjà parlé de Louis XIV, je vais vous expliquer comment était la crypto il y a 100 ans, ou à peu près. Oui, il y a 100 ans, oui. Ça ressemblait à ça, on jouait avec des lettres, et puis on pouvait rester dans son fauteuil et essayer de chiffrer des dépêches ou des messages importants sur le front. Et de la même façon, les attaquants, qu'on appelle les cryptanalystes, devaient essayer, à partir de textes comme celui-là, de récupérer l'information bien protégée et le plus rapidement possible. Donc le plus grand cryptanalyste de la Première Guerre mondiale, c'est Georges-Jean Painvin, qui est de la promo de 1905, et qui, dans son fauteuil, a été capable de casser ce système-là, qui est extrêmement compliqué, et qui était le summum de ce qu'on pouvait faire avec un papier et un crayon. D'accord ? Ça, c'est la fin, l'apogée, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la cryptanalyse en fauteuil, comme il y a des détectives en fauteuil. Et bien sûr, ça s'est terminé à ce moment-là, puisque les machines sont apparues à la fin de la Première Guerre mondiale, et ont commencé à dominer dans la seconde. Vous avez sans doute tous vu des bouts de films ou des photos même d'Enigma, la machine de chiffrement allemande. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'électromécanique. Ce sont des rotors, ce sont des espèces de machines à calculer, des espèces de machines à écrire. Ici, là, vous tapez, puis il y avait des loupiotes qui s'allumaient. Et pour casser une machine comme ça, il fallait faire des machines pour casser la machine. Et donc ceci n'est jamais que, entre guillemets, une machine qui va casser plusieurs exemplaires de cette machine-là en parallèle. Donc tout ça a été fait sous les ordres de Turing, à Bletchley Park, et là la crypto devient une opération industrielle. C'est-à-dire c'est plus quelqu'un tout seul dans son coin qui va réussir à casser ça, vous ne pouvez pas casser Enigma à la main, comme l'aurait fait Painvin. Il faut trouver des algorithmes et des idées géniales pour arriver à diminuer la complexité des calculs, et après vous fabriquez ce qu'on appellerait aujourd'hui du hardware spécifique, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, avec des câblages derrière, etc., etc. Il y avait une quarantaine de ces appareils ici qui étaient dans la même pièce et qui cassaient les messages d'Enigma. Donc ça a donné lieu après, très rapidement, à des proto-ordinateurs qui ont été utilisés pour casser les successeurs d'Enigma, ou des machines qui étaient plus modernes et qui marchaient pour les états-majors. À la fin de la guerre, toute cette technologie a été plus ou moins cassée et détruite sur ordre de Churchill. Il en est resté des traces, notamment à la NSA, parce qu'il y avait des accords entre les Américains et les Anglais, mais les Américains n'ont pas eu le même réflexe de tout détruire, on va dire. Et Turing a participé à l'élaboration, à la fabrication des premiers vrais ordinateurs en Angleterre, ce qui a démarré l'histoire de l'informatique à ce moment-là. Donc un grand besoin de calcul à l'époque. Ici, vous pouvez voir ça comme du calcul distribué massivement. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, en tout cas, pour casser un problème de mathématiques ou d'optimisation combinatoire, comme on veut, de crypto. Donc, encore à cette époque-là, on travaillait essentiellement sur des lettres, et les successeurs se sont bien aperçus que les nombres, c'était plus facile à utiliser dans un ordinateur. Donc, la cryptographie, de plus en plus, est passée sur les nombres, sur les bits, et puis après sur les nombres. Et les successeurs de Enigma présentaient les mêmes caractéristiques, mais cette fois-ci opéraient sur des bits. Et c'était beaucoup plus dur à casser. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à se dire, au moment où la théorie de la complexité des algorithmes est née à la fin des années 70, ils se sont dit, mais il y a peut-être un autre moyen de faire de la protection des informations différente radicalement de ce qui se passait avant. Essentiellement, avant, pour chiffrer et déchiffrer, vous avez besoin de la même clé. Donc vous avez un coffre-fort, vous le fermez avec une clé, vous l'envoyez par la poste, et votre destinataire a la même clé, ou une copie de la clé, et ouvre le coffre.
Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas faire la même chose avec un coffre qui a deux serrures, une qui permet de fermer et l'autre qui permet d'ouvrir. Et si vous vous arrangez pour que la possession de la clé de fermeture ne puisse donner aucune information sur la clé d'ouverture, bah, vous pouvez faire des copies de la clé de fermeture, vous pouvez même la donner à tout le monde, et tout va bien. Personne ne pourra l'ouvrir, etc. Donc ça, ce que ça sous-entend, c'est qu'il faut trouver des problèmes, donc des coffres forts, pour lesquels ce type de serrure puisse exister. Et rapidement, on tombe sur l'utilisation de théorie des nombres pour faire ça. Et le premier exemple, qui a été attribué publiquement, qui a été fait publiquement par Shamir, Rivost et Adelman, a conduit à l'utilisation et à la conception du système qu'on appelle RSA maintenant, et qui a valu aux trois auteurs l'équivalent du prix Nobel d'informatique, qui est le prix Turing. Le principe, c'est relativement simple. La clé publique, donc la clé de fermeture du coffre, c'est un produit de deux grands nombres premiers. Les deux nombres premiers doivent être secrets, c'est eux qui vont former la clé d'ouverture, qui n'est détenue que par le légitime destinataire du coffre. Et à partir de ça, on est capable de couper un message en morceaux, de faire quelques opérations arithmétiques modulo cette clé publique, ici. Et puis pour rouvrir le coffre, on doit faire d'autres opérations avec une clé secrète qui est déduite des deux grands nombres premiers. Maintenant, il faut un théorème qui me dise que les deux clés sont vraiment indépendantes, ou en tout cas que la clé d'ouverture, la plus importante si vous voulez, ne peut pas être déduite facilement de la clé de fermeture, et ça dépend du fait que la factorisation des entiers est difficile. Alors c'est quoi la factorisation des entiers? Je vous donne un nombre au hasard, mettons de puissance 67-1, je vous demande de l'écrire comme un produit de nombres premiers. Donc on sait que tous les nombres peuvent être écrits comme un produit de nombres premiers. Si vous voulez, les nombres premiers pour nous c'est comme les atomes. D'accord, toutes les molécules sont formées d'atomes, et ben, là on va retrouver nos atomes à nous, et on est très content de les retrouver. Donc ça, vous pouvez encore le faire à la main. Si vous avez 3 années de dimanche à ne pas savoir quoi faire, vous pouvez le faire à la main. Sans ordinateur, bien sûr. Bien sûr. Ici, vous avez l'état de l'art à peu près, vous avez des noms, par exemple celui-là, qui a 300 chiffres, ça commence à ressembler aux tailles de clés qu'on utilise. Je vais revenir sur la taille bientôt. Celui-là est assez dur à casser, mais il est à peu près représentatif. Et par exemple, un nombre qui est à peine plus grand, on ne sait pas le factoriser actuellement. Enfin, la communauté académique ouverte ne sait pas le factoriser actuellement. La sécurité, dans ce cas-là, est assez facile, ça dépend de la taille de la clé. Ce n'est pas toujours le cas en cryptographie, mais là, c'est simple. Plus le nombre est grand, plus il est difficile à factoriser en moyenne, plus le système sera sûr. À titre d'exemple, si vous essayez d'utiliser la remarque habituelle qui est que tout nombre entier a un facteur premier inférieur à sa racine carrée, vous allez énumérer tous les nombres premiers inférieurs à 10 puissance 150 par exemple, et vous allez essayer de diviser n par tous ces nombres-là. Vous allez essayer de diviser 10 puissance 301-1, donc ça c'est formé de ce 301 chiffre 9, alors on enlève 9 et puis il reste que des 1. Ça veut dire quoi ça? Que je déborde ou déjà? Donc si vous voulez factoriser ça avec cette méthode ici élémentaire, bah, vous aurez juste besoin de plus que l'âge de l'univers. Donc comme généralement on est un peu plus pressé que ça, il va falloir faire mieux. Donc mieux c'est quoi? De nouveaux algorithmes, etc. Donc là je vous ai résumé en fait 40 ans de factorisation. Ça va recouper un peu ce qu'a dit Patrick, parce qu'ici on peut lire une histoire de l'informatique, si on regarde bien. Je vais peut-être pas trop insister là-dessus. Ici vous avez les années, d'accord? Et là, en nombre de chiffres décimaux, ça c'est les tailles des clés si vous voulez, les tailles de clés que la communauté académique peut casser, ou pouvait casser. L'histoire de la factorisation, elle date de 2000 ans, 3000 ans si vous voulez. Jusque dans les années 70, on n'arrivait pas à factoriser des nombres de plus de 40 chiffres décimaux. Donc 70, c'est vraiment le début de l'histoire moderne de la factorisation. Et de façon amusante, c'est avant l'invention de la crypto à clé publique. Donc il y avait déjà des gens qui factorisaient, mais il y en avait 3, et on les connaît. Enfin, je veux dire, il n'y avait personne qui faisait de la factorisation. Bon, évidemment, quand RSA, nos 3 amis, ont inventé leur système, bah, subitement, il y a plein de gens qui s'y sont mis, et de nouveaux algorithmes sont apparus. Mais là, vous voyez, sur mon schéma, là, il n'y a que 4 méthodes de factorisation connues aujourd'hui. D'accord? Et encore, celle-là, elle est morte, et puis ces deux-là sont à peu près les mêmes. Donc, après tout ce temps passé, 2000 ans d'histoire des maths, tout ça, tous les gens qui se sont jetés dessus, on n'a toujours que 2 méthodes. Donc, ça prouve que le problème, quelque part, doit être difficile. On ne peut pas... Bon, ça donne une idée.
Donc ici, bon, on peut lire des choses, je reviendrai là-dessus peut-être. Vous voyez, RSA 129, là, c'était le nombre test qui était mis dans le papier original de Rivas, Shamir et Dolman. Et puis ils ont fait le commentaire idiot habituel qui est on ne le verra pas factorisé de notre vivant. Donc évidemment, ils ont eu tort, parce qu'ils sont encore en vie tous les trois. Vous voyez, il a fallu, entre le moment où ils ont énoncé cette énormité et puis le moment où ça s'est été cassé, il y a à peine 20 ans. D'accord ? Donc si vous faites des pronostics en factorisation, ça ne marche pas très bien. Donc c'est pareil ici, là, bon, qu'est-ce qui était utile à l'époque ? Bon, la taille des cartes bleues à l'époque était à peu près là, un peu en dessous de 100 chiffres. Vous voyez, la carte bleue, ça date de par là, et pas longtemps après, ça a été cassé, et puis un peu mieux cassé dans le grand public après. Bon, bref, il y a des histoires là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on lit sur ma courbe ? Ben, il y a des droites, ici, il y a des brisures. Ici, vous voyez, là, ça, c'est l'époque des mainframes. D'accord ? Et puis, ça, après, c'est l'époque des clusters. Ça, c'est l'époque d'Internet, et puis ça, c'est de nouveau les grands clusters. Donc, on lit l'histoire de l'informatique. Ici, là, pour ceux que ça amuse, c'était un IBM 360, un truc comme ça. Un bon vieux truc de grand-mère qui a factorisé ça. Ils ont eu, je crois, 5 minutes de temps CPU sur 3 mois. Enfin, un truc complètement dément. Bon, bref. Donc à l'époque, c'était pas prioritaire, disons, la factorisation. En tout cas, moins prioritaire que la météo. D'accord ? Donc, bon, parce que la météo, c'est plus important. Donc vous voyez ici, là, la courbe rouge, c'est celle qui concerne des nombres tests qui auraient pu servir de clé pour RSA. Donc là, on est vers 512 bits, dans 155 chiffres. Là, c'était une étape assez importante parce que les gens aiment bien les nombres ronds. 512, c'était important. J'ai participé à ça quand j'étais jeune. Il y a eu des nombres. Et puis, ici, vous voyez le record actuel qui date déjà d'il y a 5 ans, qui est RSA 768. Bon, comme vous allez me demander où sont les cartes bleues, bah, elles sont un peu au-dessus, là. Voilà. Alors, est-ce que c'est gênant qu'on sache factoriser des nombres comme ça ? Non, parce que vous voyez, ils sont bizarres, et ça fera jamais des clés de carte bleue. Heureusement. Bon, donc, comment on peut lire mon destin ? De 3 milliards de façons, je vous ai déjà dit l'histoire. Dès qu'il y a des droites, là, c'est juste l'augmentation de la puissance de calcul, ce qu'on appelait dans l'ancien temps la loi de Moore. Bon, maintenant, il y a des trucs pour aller plus vite aussi. Et puis, dès que vous avez des brisures, ici, c'est l'apparition d'une nouvelle méthode de factorisation bien meilleure que les anciennes, etc. Bon, et puis on peut lire d'autres choses, mais là, ça va suffire. Donc, pour vous donner une idée de la difficulté, si vous voulez, de factoriser un nombre, donc là, le record courant, vous avez besoin de quelques téraoctets de données pour stocker des données auxiliaires. Disons, on va fabriquer, c'est comme quand on résout un puzzle, là, on va fabriquer des pièces de puzzle, et puis après, on va les assembler pour arriver au résultat. Là, il vous faut 5 téras de pièces de puzzle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça en calcul distribué. Donc on est dans l'esprit de Turing, d'accord ? C'est-à-dire 1% d'inspiration et 99% de transpiration, d'accord ? Là, c'est pas nous qui transpirons, enfin, sauf si les machines sont dans votre bureau, à ce moment-là, c'est vous qui allez transpirer, mais c'est pas en faisant les calculs, c'est parce que c'est la chaleur résiduelle. Et il nous faut quelque chose comme 1500 années de CPU. Alors évidemment, on n'a pas commencé en l'an 500, d'accord ? Tout est distribué, donc on prend des réseaux de PC. Si vous utilisez votre PC qui est dans votre poche ou je sais pas quoi, il vous faudrait tout ce temps-là, mais avec les ordinateurs dont on dispose de façon ouverte, ça nous prend quelque chose comme 1 an et demi de temps humain, entre le moment où on appuie sur Return et le moment où ça sort. Et évidemment, dès que vous avez ce genre de truc, vous avez des problèmes techniques à résoudre. C'est bizarre, mais les machines ne sont pas très fiables, le réseau non plus, les disques non plus. Faire des backups, enfin bon, il y a toute une cuisine à faire, etc. Et puis à la fin, ça se termine par un peu d'algèbre linéaire. Il faut une grosse matrice creuse, vous voyez, 192 millions, etc. Ça prend un peu de place. Et pour aller plus vite, on distribue les calculs sur 3 sites. Et là, nous, comme on est dans la communauté académique internationale, c'est pas très dur d'avoir des copains. Et en fait, il y a des gens à NTT, à l'EPFL, et donc au Lauréat, qui se sont partagés le travail. Et puis finalement, 8 pays, 3 continents. Et puis ces gens-là, c'est le gratin des factorisateurs. De toute façon, il y en a guère plus. Là-dedans, il y a 2 de mes anciens élèves et des gens que je connais très bien. Donc en gros, pour résumer, si vous voulez, une partie de notre activité, c'est d'enseigner ces méthodes. Encore une fois, il n'est pas question qu'on garde ça pour nous. Pour protéger tout le monde, moi je préfère que les gens soient au courant qu'on leur impose des raisonnements stupides comme le Titanic ne coulera pas puisqu'il est insubmersible. D'accord ? Moi, je préfère dire la factorisation, c'est dur, donc RSA est difficile à casser.
Et puis, donc mes élèves ont appris des tas de choses. Et nous, on continue à évaluer la sécurité d'autres types de cryptosystèmes, comme ceux basés sur le logarithme discret. Et on prépare la suite de RSA. L'histoire a montré qu'il fallait toujours prévoir le système d'après, le cryptosystème d'après, parce qu'il peut être compromis, parce qu'il peut être cassé, parce que je ne sais pas quelle agence américaine est méchante. Et donc on travaille sur les courbes algébriques en crypto. Et puis on commence à s'intéresser un peu au cloud, enfin à la crypto dans le cloud, et à ce qu'on peut faire avec. Donc c'est un peu l'héritage, si vous voulez, de la grande tradition, disons, mathématique et informatique française, appliquée à ce genre de domaine, en restant dans le monde ouvert, où on peut raconter ce qu'on fait. Voilà.